Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bastien, la parole est à toi. Je te laisse te présenter un petit peu, nous raconter comment tu es arrivé à faire le plus beau métier du monde. Ouais, alors je fais deux beaux plus beaux métiers du monde parce que je suis maman également. Alors, donc moi, j'ai un diplôme un peu particulier parce que j'ai passé il y a quelques années un master 2 en management de la qualité. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que responsable qualité, donc la mise en place de process, la mise en place de certification, enfin voilà, de travail là-dessus. Donc, ça m'a beaucoup aidé moi par la suite. Mais en fait, j'ai fait un master comme ça. Et ensuite, j'ai travaillé au sein du groupe La Poste. D'abord en tant que responsable qualité, chef de projet qualité, enfin voilà, dans ce domaine-là, et à la fin en tant que directrice communication, responsable communication. Au sein de différentes je faisais plusieurs activités à la Poste. Et à la fin, en fait, de ma carrière à la Poste, j'ai quand même passé 12 ans à la Poste et j'ai été intrapreneur. Donc, j'ai créé une entreprise à l'intérieur de la Poste et que j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, c'était vraiment de l'accompagnement de gens qui voulaient vivre en éco-village, donc la construction de communautés. Et ensuite, voilà, j'ai levé des fonds, j'ai grandi au sein de cette entreprise pendant 2 ans. Et on a mis un petit stop pendant le premier confinement. Donc, on a vraiment tout remanié pendant le premier confinement. Et aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, je suis partnership manager chez Germinal. Donc, j'ai été salariée, j'ai été intrapreneur. Non, je suis salariée et j'ai toujours également une entreprise en parallèle. Donc, voilà, je suis salariée entrepreneur aujourd'hui. Et aussi, tu manages une communauté de partnership manager. J'ai l'impression que c'est quand même une de tes casquettes encore. Alors, moi, j'ai une casquette. Alors, c'est marrant, quand on en discutait sur la préparation de ce live, on parlait de partenariat, et en se disant que c'était un petit peu le parent pauvre du growth. Ouais. Et ben, le partenariat et les communautés, le développement de communautés, c'est vraiment 2 sujets qui sont vraiment les vilains petits canards, ces trucs qu'on met de côté. Ben, moi, j'ai ces 2 expertises-là. J'ai bien choisi, tu vois, le sujet. C'est bien. Et ouais, sur le développement de communauté, c'est un truc que moi j'adore faire. En fait, c'est assez naturel du coup. Donc, j'anime plusieurs communautés. J'anime des communautés essentiellement sur Facebook. J'ai intégré notamment les groupes Facebook pour développer la communauté. Et du coup, quand j'ai intégré le poste de partnership manager, j'ai fait comme toi en fait, comme beaucoup de monde qui nous regarde certainement, de se dire mais c'est quoi en fait ce poste exactement, c'est quoi? Donc, j'ai appelé plein de partnership managers. Je fais tout simple, LinkedIn, j'ai regardé, et j'ai même pas fait d'automatisation ni rien, je les ai contactés directement, je les ai appelés et on s'est dit mince, il manque quand même une communauté des partnership managers, et donc on l'a lancé. Donc on était un petit groupe et là on est en train de le lancer sur le Slack, et l'idée c'est qu'on puisse partager entre nous toutes les problématiques qu'on a en tant que partnership manager. Et c'est trop bien. Et du coup, si tu m'amènes une transition sur un plateau, qu'est-ce que c'est vos problématiques chez Germinal? C'est quoi aujourd'hui les enjeux autour du partenariat? Il y a très peu de boîtes encore qui ont un partnership manager. C'est aussi un pain, nous, qu'on traite chez Richmaker en partenariat. C'est difficile d'identifier le bon interlocuteur. Parfois, tu parles à un store manager, parfois, tu parles à un CEO, parfois, tu parles à un community manager ou une agence. C'est un métier quand même assez neuf. Qu'est-ce qui a fait que chez Germinal, ils ont investi là-dedans? Alors, ça, c'est assez marrant que tu poses la question parce que moi, en fait, j'ai choisi d'intégrer Germinal après après le premier confinement parce qu'en fait, c'était Grégoire, c'est Grégoire qui me l'a proposé, Gambato, mais c'était la seule personne qui me proposait un poste de partnership manager, et moi, c'est la façon dont je peux analyser qu'une entreprise a une vision long terme, se dit tiens, ça va vivre longtemps ou pas, parce que le poste de partnership manager, c'est quand même un sujet de long terme, enfin moyen long terme plutôt que de court terme. Et en fait, Grégoire m'avait pas proposé un poste de sales,
mais un poste de développement de partenariat. Et c'est comme ça que je me suis dit, enfin, j'avais plusieurs propositions et je me suis dit, en fait, je vais aller chez Germinal, alors parce que j'adore ce qu'ils font, j'étais cliente avant, donc j'aime beaucoup. Mais en plus, je me suis dit, il a une vraie vision d'avenir, en fait. Il se dit que ça ne va pas durer que 3 mois. Et en fait, c'est arrivé à un moment donné particulier, c'est qu'en fait, Germinal était une entreprise de service, agence growth avant, et aujourd'hui, on a un produit qui s'appelle l'antichambre. Et en fait, c'était vraiment un moment de pivot. Et je pense qu'il y avait quand même une question de se dire, est-ce qu'on est en capacité de passer du service au produit, de développer justement des partenariats pour pouvoir passer à l'échelle. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet quand on a une entreprise produit, c'est à un moment donné, il faut passer à l'échelle pour que ça vive, voilà. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Donc, j'ai fait beaucoup de commercial et j'en fais encore beaucoup, mais il y avait vraiment cette volonté de se dire, en fait, on peut développer les partenariats pour avoir plus d'impact, en fait, par rapport au produit. Ouais, mais c'est pas étonnant parce que toutes les agences growth pratiquement ont vraiment une stratégie de partenariat très forte et des partnership managers. On attend juste que ça se démocratise. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les types de partenariats que vous avez chez Germinal? Les types de partenaires peut-être. Peut-être que c'est une question. Alors, il y a les deux choses. Alors, je sais que toi, j'ai pas tout appris par cœur, mais je sais que toi, tu as déterminé, je crois, tu as 9 types de partenariats sur H-Maker, c'est ça? Ouais, en gros, moi, pour définir, comme c'est vraiment un sujet que personne ne sait trop par quel bout prendre, pour le théoriser, le contextualiser, moi, je dis toujours qu'un partenariat, c'est une collaboration entre 2 entreprises ou plus. Et après, je mets sous le partenariat des actions de co-marketing. Et je dis qu'il y a autant d'actions de co-marketing que d'actions marketing. Mais j'en ai identifié, 9 types. Mais tu vois, moi, je fais vraiment partenariat qui se décline en actions co-marketing, des actions partagées. Mais voilà, il n'y a pas de vérité. Okay. D'accord. Alors, moi, en fait, sur les partenariats, on en a plusieurs. On a des partenariats, on va dire, de co-branding. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en fait, moi, j'ai en commun. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai lancé une offre de bootcamp, donc spécifique. Alors, d'abord pour les femmes entrepreneurs, parce que c'est mon activité. Je fais beaucoup de choses avec Chimins Business, avec mon réseau d'entrepreneurs femmes pour les femmes entrepreneurs. Donc, j'avais lancé le bootcamp femmes entrepreneurs qui a vraiment pas mal cartonné. Et du coup, aujourd'hui, on fait vraiment des bootcamps du coup, avec nos partenaires. On crée ensemble un bootcamp pour leur communauté, pour leurs clients, pour leur audience, et donc lié au growth, évidemment. Mais du coup, c'est vraiment une création ensemble. Je fais ça avec des écoles, avec des communautés, des réseaux, etc., d'entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est très personnel et je pense que c'est un peu d'ailleurs pour la raison pour laquelle les partenariats, c'est compliqué dans les entreprises parce que ça dépend beaucoup du partnership manager. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime accompagner les gens, j'aime accompagner les entrepreneurs qui se lancent. Du coup, voilà, on a créé le bootcamp. Donc, on a du co-branding. On a les avantages, des perks, le fait que tu puisses accéder à l'antichambre à un tarif privilégié. Et puis après, on fait aussi pas mal de partage de contenu. Donc à ce niveau-là, donc ça c'est les typologies de partenariats qu'on fait. On a des trucs sur des sponsoring, etc., mais c'est pas encore très développé. On va dire que c'est plutôt là-dessus. Et après, on va avoir les typologies de partenaires. Donc nous, on a, je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard, mais on n'a pas de cahier des charges spécifique. Par contre, moi j'ai quelques critères. Chez Germinal, on a une guilde qui s'appelle la Positive Impact Guild. Donc, on a fait plein de choses justement pour ça, et notamment le fait d'accompagner des entreprises qui ont un impact positif. Donc, c'est vrai que quand je cherche des partenaires, je vais regarder typiquement si c'est un incubateur, est-ce que c'est un incubateur qui va accompagner des entreprises, des startups Positive Impact. On essaye aussi un maximum d'accompagner des entrepreneurs, parce que moi, j'ai été entrepreneur, on est plusieurs chez Germinal à avoir été entrepreneur, et on a des clients entrepreneurs, mais tu vois, les entrepreneurs qui ont besoin de gagner de l'argent, là, surtout en ce moment avec le Covid, qui ont besoin de gagner, qui ne vont pas se dire, je vais lever des fonds, etc., mais j'ai besoin de gagner de l'argent pour mon job. Voilà, donc c'est un peu les critères qu'on a et les typologies de partenaires qu'on a. Après, ça va être des écoles, des incubateurs, principalement ça, des réseaux d'entrepreneurs. Ouais, et du coup, par type de partenariat, donc là, tu m'as dit, on a une offre co-brandée, donc j'imagine qu'il y a un cahier des charges ultra précis. Quand vous faites de l'échange de contenu, donc ce que j'appelle partenariat média, est-ce que vous avez un cahier des charges? En fait, est-ce que tu as vraiment processisé, ou est-ce que là, parce que ça fait pas très longtemps que tu es chez Germinal, mine de rien, ou est-ce qu'en fait, dans ce métier-là, il y a vraiment une partie test and learn où en fait, tu es obligé pendant 6 mois de faire des éditions pilotes? Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as un cahier des charges au jour 1 par type d'action partenariale, ou est-ce que tu construis selon tes partenaires
plus que selon tes partenariats. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est les deux. Jusqu'à présent, notamment sur les bootcamps, qui sont vraiment le gros morceau des partenariats aujourd'hui chez Germinal, on était en test and learn jusque-là, jusqu'au mois de mars. Et là, depuis avril, c'est bon, c'est processisé, on sait exactement. Moi, je lutte un peu avec mon passé en fait de responsable qualité ou de ce que j'ai appris quand j'étais en études, qui est de se dire on définit le process et ensuite on fait. Moi, j'ai tendance à me dire c'est mieux qu'on fasse, on teste, on regarde ce qui fonctionne pas. D'ailleurs, ça a vachement changé en fait les bootcamps depuis que je les ai lancés. Et ensuite, on fait. Et donc là, maintenant, c'est processé. Les bootcamps, ils sont dans les rails. Donc évidemment, on personnalise toujours parce que moi, j'aime bien quand même personnaliser en fonction de l'audience. Mais voilà, maintenant c'est bon, c'est processé. Par contre, sur la partie contenu, non, parce qu'on vient juste, moi, je viens juste de le commencer, cette partie-là. En fait, je les prends bout par bout. Parce que voilà, il y a une question stratégique en fait dans la partie partenariat aujourd'hui. Enfin, pas que, mais pour le coup par rapport à mon poste. Et du coup, j'ai pas encore processé la partie gestion de contenu. En fait, je fais que répondre à la demande pour le moment. D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc, tu reçois plein de demandes? Oui, ouais. En fait, tu sais, moi, sur la partie partenariat, c'est un job qui est plutôt facile en réalité, entre guillemets, parce que entre responsables partenariat, entre partnership managers, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la communauté, c'est qu'en fait c'est assez facile de discuter avec des partenaires, avec ces partenariats, etc. Alors évidemment il y en a pas encore beaucoup partout, mais c'est quand même assez facile. C'est plus accessible de parler avec moi que de parler avec le CEO de Germinal, Grégoire. C'est quand même, si tu m'écris, tu as quand même plus de chances que je te réponde, etc. Donc c'est vrai que du coup, aujourd'hui on a des demandes. Alors bon, parce qu'il y a quand même un peu le côté notoriété de l'entreprise. J'avoue que ce sera peut-être moins facile dans d'autres boîtes, mais du coup, je reçois des demandes sur la partie création de contenu. Sachant que moi, c'est vrai que j'écris beaucoup parce que je suis une ancienne directrice communication, j'écris beaucoup dans les blogs. Et puis, on a, nous, notre copywriteuse star. Donc, forcément, quand on pense growth et copywriting, on pense à Mila, quoi. Ouais. Donc, voilà, donc on est sollicité directement. On a des sollicitations sur les échanges de contenu. Ok. Et je vais justement commencer un des vrais gros pets du partenariat et puis après on passera à autre chose. Mais c'est vrai que moi, tu sais que ça m'obsède chez Richmaker. C'est tu reçois 1000 requêtes, mais au final, il y en a combien qui sont pertinentes? Comment est-ce que tu fais le système de filtre? Parce que il y a plein de boîtes qui me disent en fait, j'ai une boîte mail partnership @fago.com @whatever et genre ils me disent mais c'est comme la messagerie LinkedIn, tu vois, il y a à boire et à manger et c'est difficile d'avoir des vrais leads qualifiés. Est-ce que chez Germinal, toi aussi, tu reçois que des trucs poubelles ou au contraire, c'est que des trucs super quali? Alors, je reçois pas de trucs poubelles. Par contre, c'est pas, en plus, ça tombe directement dans ma boîte mail. Moi, j'ai pas une boîte mail séparée. Donc, j'avoue que sinon, ça serait compliqué. C'est pas poubelle. Par contre, et c'est pas une question de qualité. Je reçois quand même des demandes de qualité. C'est juste que potentiellement, il y a des demandes qui ne rentrent pas forcément dans notre scope. Alors, aujourd'hui, la partie que moi j'ai identifiée, c'est le fait qu'on n'adresse pas la même audience. Parce que nous, on était connus pour faire du service. On est passé sur du produit. La stratégie a changé et les gens sont restés sur l'ancienne version. Et du coup, me contactent sur la partie ancienne version. Donc, c'est plutôt ce travail-là. Et je me dis que ça c'est pas trop grave parce que ça va évoluer et que, voilà, il y aura quand même, en fonction de l'avancée, en fait, de notre communication, ça changera. Donc, c'est pas très gênant. Mais je reçois pas tellement de... Non, pas tellement de... T'as pas trop des trucs à côté de la plaque? Non, ça va. Ça. Bon, écoute, parfait. Merci beaucoup. Je t'ai posé 2-3 autres questions en plus parce que c'est des sujets qui me parlent particulièrement. En tout cas, on va passer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe du coup dans le métier de partnership manager, chargé de partenariat, responsable partenariat? Moi, j'aimerais d'abord avoir ta version ultra concrète de c'est quoi la fiche mission. Alors déjà, merci beaucoup. Tu vas nous partager la fiche de poste type que je vous mettrai en commentaire sur YouTube. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque live, on vous offre un contenu qui vous permet de mettre immédiatement le pied à l'étrier et de passer à l'action. Et du coup, on va écouter Siam sur un petit peu les missions types du chargé de partenariat, que ce soit en B2B, en B2C, un petit peu la fiche de poste universelle. Raconte-nous, c'est quoi les core missions?
Alors, il y a le côté universel et alors moi forcément, je vais beaucoup parler de partnership manager dans une boîte produit parce qu'il y a quand même, il y a une problématique différente que dans un autre type de boîte, pardon. Moi, on va dire ma mission principale, aujourd'hui, elle est de soutenir la partie chiffre d'affaires. Il faut apporter du chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très orienté sales. Alors ça, moi, j'aime bien faire un peu dans la provoque, mais en gros, ça, c'est quand même la solution de facilité quand on recrute un partnership manager, c'est d'abord de se dire, en fait, le partnership manager, il est là pour apporter du chiffre d'affaires. Alors, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas négatif du tout. Hein, c'est juste que je préfère le préciser, on ne sait jamais. Ouais. Mais c'est pas négatif, mais c'est vrai que c'est la solution de facilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le côté sales, c'est une vision qui est très court terme. Et nous, en tant que partnership manager, on a quand même un gros travail moyen-long terme. Et quand on est dans une boîte, alors comme Germinal ou comme d'autres types de boîtes, on peut pas se permettre d'être juste sur une vision long terme. Il faut quand même avoir des résultats court terme. Ça fait partie d'ailleurs des difficultés des partnership managers. Ouais. Donc, il y a quand même une grosse partie qui est développer le chiffre d'affaires. Donc, nous, chez Germinal, en plus, c'est notre focus, du prochain quarter, c'est dans nos OKR. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les sales, hein, tout le monde est focus là-dessus. C'est le chiffre d'affaires. Et moi, j'ai aussi cet objectif-là. Alors, j'ai un objectif qui est un peu moins important que mes collègues sales, parce que j'ai aussi d'autres activités qui sont plutôt du long terme ou du CA indirect. Mais c'est une grosse partie, c'est soutenir l'activité commerciale. Donc, soit en apportant du CA direct, soit en apportant des leads aux sales. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, tu as les partnership managers, ils sont soit… alors, j'en ai très, très peu vu côté sales. Il y en a quelques-uns, mais très peu vu. Alors, ce n'est pas une étude scientifique avec le beau panel, etc. Mais de l'étude que j'ai faite, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont au marketing et leur travail, c'est quand même d'apporter des leads aux sales. Ça fait partie de leur core mission. Donc ça, c'est une grosse partie. Et ensuite, il y a, pour la partie produit, les entreprises produits, on a un gros travail. Nous, on l'a chez Germinal, moi en tant que partnership manager, mais les sales aussi ont ce travail-là à faire. C'est vraiment d'améliorer le produit. Donc, feedback de nos clients, feedback de nos partenaires et donc de contribuer à améliorer le produit. On va dire que ça, c'est les deux grosses missions qui sont communes à tous les partnership managers avec qui j'ai discuté. Et après, il y a quand même deux sujets qui sont moins évidents en France. Je l'ai vu aux États-Unis, par exemple, et peut-être que toi, tu auras plus de visibilité là-dessus, parce que tu connais bien le métier. Mais il y a quand même deux autres choses que j'ai pu voir. C'est vraiment installer la marque en termes de notoriété, faire rayonner la marque dans un écosystème et s'intégrer, avoir de l'impact dans cet écosystème de cette manière-là. Donc voilà. Donc c'est vrai que du coup, le manager, il a 3 pieds en fait, 3 jambes. Il a un au marketing, un au produit, un au sales, un peu à la communication. Enfin voilà, c'est faut être un peu multicasquette. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est super clair. En plus, tu as en même temps répondu à ma question sur les objectifs, même si j'allais te demander du coup… est-ce qu'il y a une partie fixe et une partie variable? Bon, on peut entamer maintenant la question du salaire, mais en fait, vu que tu me partages quand même des objectifs qui sont très quanti, presque aussi quanti que des sales, j'ai en même temps que la question du salaire qui devait venir bien après. Je me demande si, en termes de façon générale, est-ce que tu peux nous partager un peu des inputs là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est est-ce que c'est 20% de variable? À quoi ça ressemble en fait en termes de… La plupart des responsables partenariats avec qui j'ai parlé n'ont pas du tout d'objectifs commerciaux et sont payés en fixe. Nous, chez Germinal, moi, j'ai des objectifs commerciaux. C'est pour ça que je disais que c'est un peu la solution de facilité, mais c'est dans le sens où la difficulté, elle est souvent en tant que responsable partenariat de communiquer sur ce qu'on fait et surtout en termes de ROI. Parce que c'est ça le truc, hein, en gros. C'est que si on n'arrive pas à prouver qu'il y a un retour sur investissement, du coup, c'est compliqué d'installer le job. Pas forcément chez Germinal, hein, chez tout le monde. Et donc, nous, chez Germinal, la décision, elle a été prise de se dire, en fait, la façon la plus facile de faire, et comme c'est notre focus, c'est d'avoir un objectif. Donc, j'ai un objectif de chiffre d'affaires.
Et donc, du coup, moi, ma rémunération, elle est fixe plus variable, sachant que chez Germinal, le variable, il est calculé un peu particulièrement parce que c'est pas un variable individuel. Nous, on a fait le choix, d'ailleurs, en début d'année, entre nous. Enfin, c'est vraiment une discussion. Nous, on a fait le choix de le faire, d'avoir 80% de notre variable qui est basée sur nos objectifs collectifs, donc de l'équipe, et 20% sur nos objectifs individuels. Donc ça a plein d'avantages. Ça a peut-être aussi des inconvénients. Moi, je vois que des avantages. Mais notamment, c'est vrai que moi, j'ai un objectif commercial qui est un peu moins important que le reste de l'équipe commerciale, hein, forcément, parce que je ne fais pas que du sales. Mais du coup, ça me permet, moi, de contribuer à l'objectif collectif et pas me dire, je fais juste mon objectif à moi et puis je m'arrête là. Non, c'est vraiment le fait d'apporter des leads, le fait de soutenir l'équipe. Ça fait aussi partie de mes objectifs à moi. Et donc, du coup, c'est comme ça que c'est calculé chez Germinal. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Mais ceux qui veulent avoir des informations sur la rémunération, qui est un peu innovante, je pense, par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, il y a Kevin qui donne pas mal d'infos, notre DRH, sur le sujet. Donc, voilà. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Siam, de nous avoir partagé tout ça. Il y a eu des petits couacs sur LinkedIn, donc je t'écoutais, mais il y a en fait, comme on est en LinkedIn Live, c'est vrai qu'il n'y a pas de notification envoyée par email, ce que je trouve très agréable, mais on est tellement habitué à rentrer dans ces funnels email que du coup, voilà. Il y a eu, j'ai répondu sur la page événement à l'instant, mais je t'écoutais et justement, j'avais fait un petit sondage en amont de notre live et figure-toi que nous, on était partis sur le côté vraiment recruteur et 25% des gens qui ont répondu, c'est plus finalement que la partie recruteur, c'est la partie recrutée. Ouais. Et ils nous disent, c'est quoi les tips pour se faire recruter? Alors, ça, c'est un petit peu large, mais je voudrais rajouter une question. T'es pas obligé de me dire qu'il y a une réponse toute faite, mais du coup, c'est quoi un peu la bonne formation quand tu veux être partnership manager? Est-ce que tu as un avis là-dessus? L'école de commerce, est-ce qu'on peut dire que déjà l'école de commerce, c'est une base un peu saine et puis que peut-être c'est un métier où il faut avoir un peu 2 ans d'expérience pour avoir un peu touché à tout, avoir une vision un peu globale et pouvoir commencer. Comment tu vois les choses? Moi, je vois les choses un petit peu comme ça. Alors, moi, je ne les vois pas de cette manière-là. À la rigueur, j'allais dire une chose, peu importe la formation. Alors, école de commerce, c'est vrai que c'est plus généraliste et puis il y a quand même une question marketing, etc. Mais ceci dit, sur ces techniques, sur ces compétences-là, je pense que tu peux te former. Il y a 2 compétences qui sont plutôt des soft skills qui vont être dédiées au partnership manager. La première, c'est pour ça que j'aime bien, moi, te suivre, Caroline, c'est qu'il faut être hyper organisé, avoir des process bien définis, etc. Bon, ça, c'est valable partout, mais c'est vrai que notamment dans la partie partenariat, être hyper data-driven parce qu'on a besoin de communiquer sur nos objectifs. Donc, il y a vraiment cette question de l'organisation. Et d'ailleurs, dans la communauté des partnership managers, on va partager aussi nos outils, comment on fait notre prospection, comment on choisit nos partenaires, etc., etc. Donc, il y a vraiment tout un travail là-dessus. Après, moi, le fait de savoir développer une communauté, de savoir animer des communautés, ça m'aide énormément. Par contre, en fait, pour moi, le partnership manager, le bon partnership manager, c'est celui qui a du réseau et qui sait développer un réseau. En fait, c'est surtout cette partie-là. Donc, si tu n'as pas fait de grandes écoles de commerce ou de grandes études, mais que tu as un gros réseau, que tu sais développer un réseau, que tu sais l'entretenir, en fait, c'est surtout ça qui est important. Moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé chez Germinal. Je pense que je ne suis pas partie de zéro parce que j'avais déjà un réseau. Je suis dans des réseaux d'entrepreneurs et c'est quelque chose que je fais en plus, que j'adore faire. Et du coup, ça m'a aidé parce que je ne suis pas partie de zéro à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur la partie vraiment réseau, network. Moi, je rajoute la partie métier parce que c'est un gros pain, c'est une grosse douleur que j'ai eue. Moi, j'ai jamais été partnership manager. Déjà, je te l'avais dit. C'est très rigolo parce qu'en fait, c'est un métier que j'ai fait pendant 10 ans, mais il a jamais été appelé comme ça. Moi, je faisais du gros marketing et en fait, je m'en sortais toujours avec les partenariats parce que c'est ce que je savais faire de mieux. Mais j'ai jamais eu ce type de poste. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que la vraie difficulté pour moi de faire ça en ce qui s'appelle entry level dans tes 2 premières années de carrière, c'est qu'en fait, il faut vraiment avoir, c'est un petit peu ce que tu disais sur la partie réseau, mais je trouve même en interne une bonne vision systémique de qui fait quoi dans une entreprise et à qui tu peux demander quoi. Et moi, ça m'est souvent arrivé dans des partenariats d'être en contact avec une quinzaine de personnes différentes et au final de pas avoir bien compris la réalité des missions
de chacun. Et du coup, en fait, ça va très vite de se prendre les pieds dans le tapis. Et on le sait, travailler en entreprise, surtout dans les grands groupes, c'est très politique. Donc, voilà, pour moi, c'est pour ça que je mettais un petit bémol sur est-ce qu'on peut être partnership manager dès qu'on sort d'école. Je pense que c'est bien d'avoir fait 2 ans un peu sur le terrain, en poste, pour avoir un peu compris la réalité métier, quoi. Ouais, mais là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vu beaucoup Alors, c'est comme community manager. On donne ça aux stagiaires, aux juniors. Pour moi, ça peut pas être un poste junior. En fait, je suis désolée pour les juniors qui nous écoutent, mais en fait, du coup, c'est se prendre les pieds dans le tapis, comme tu dis, si tu es trop junior sur ce type de poste. Effectivement, là, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Ben, en tout cas, c'est vrai que voilà, comme vous êtes en contact avec énormément de services de départements différents, faut bien connaître en fait les exercices métiers de chacun. Et voilà. Et puis c'est un poste très politique. Alors il va falloir faire des mondanités. Donc effectivement, tout ce qui est gestion de communauté, c'est important. Mais alors aussi, il faut faire le dos rond et faut pas avoir peur de voilà, un peu comme quand on fait des RP. Et ben voilà, c'est beaucoup de politique et de diplomatie. Donc c'est important à savoir aussi quand on commence. Et du coup, justement, en parlant de ça, moi j'ai une très grande question et ça, j'ai hâte d'avoir ta réponse. C'est quelle est l'intégration dans l'équipe, la bonne façon d'intégrer le partnership manager, puisque finalement c'est toujours un peu le bâtard au sens très propre du terme, hein, mais on sait jamais trop dans quelle équipe le mettre. Comment ça se passe chez Germinal et comment tu vois les choses toi par rapport à cette position-là? Alors ça, c'est la question de mes pièges. Parce que tu veux que je te dise, on était encore en train d'en discuter la semaine dernière. Moi, ma réponse, c'est là, c'est très personnel, mais peu importe. Alors, il paraît que politiquement, dans une entreprise, y compris dans une petite boîte, alors moi, j'ai fait une grosse boîte comme La Poste, donc ça, je peux comprendre, mais même chez Germinal, c'est mieux d'être intégré à une équipe. Donc, il y a eu déjà des tests avant de goal volant, et ça, apparemment, ça ne marche pas par expertise. Donc, voilà. Moi, j'allais dire peu importe, mais il paraît qu'il faut quand même les mettre dans une équipe. Donc après, là, c'est une question de stratégie. Ouais. C'est quoi la stratégie de l'entreprise et typiquement, alors là, peut-être plus pour les gens qui veulent faire ce poste-là, ça permet de voir c'est quoi l'objectif de l'entrepreneur, donc du CEO. Donc déjà, moi, le fait que le CEO me dise, j'ai envie de développer le partenariat, parce que moi, quand je suis arrivée chez Germinal, le poste n'existait pas, hein, c'était un peu le marketing qui gère ça, un peu le CEO qui gérait ça, c'était un peu partout. D'ailleurs, il a fallu que je récupère tous les petits là, et je suis même pas sûre d'avoir tout récupéré, donc voilà. Et donc déjà d'avoir quelqu'un qui te dit, j'ai envie de développer le porte de partenariat, ça veut dire que j'ai une vision un peu plus long terme et j'ai confiance aussi en ma boîte et je sais où ça va aller. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est où on va vous mettre. Si on vous met au produit, c'est qu'en fait, c'est une entreprise qui est hyper portée sur le produit. Chez Facebook, les partnership managers, par exemple, partout dans le monde, sont indépendants, mais très, 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 très rattachés au produit et travaillent. Leurs objectifs sont tous orientés sur le produit. Donc ça veut dire quelque chose, en fait. Si on vous met au commercial, ce qui est mon cas aujourd'hui, c'est l'objectif et le focus, c'est le commercial. Si on vous met au marketing, c'est voilà. Et en fait, j'allais dire, la typologie du poste va dépendre de là où on va vous mettre. Si on ne vous met pas dans un poste spécifique, ça, je n'ai pas encore découvert ce que ça voulait dire par contre. Mais il y en a certains qui ont décidé, alors il y en a très peu, j'ai une boîte avec qui j'ai discuté, qui m'a dit, en fait, moi, je suis complètement indépendant. Je travaille avec tout le monde, mais je suis c'est un pôle à moi tout seul. Mais on n'a pas su exactement définir la stratégie de la boîte par rapport à ce point-là. Mais donc, c'est vrai que quand on est recruté, en fonction de là où on va mettre le partnership manager, ça veut dire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, aujourd'hui, je vais peut-être être au commercial et peut-être que dans 6 mois, 1 an, on va me dire, non, finalement, tu vas aller au produit ou tu vas aller là. Donc, il faut être aussi hyper adaptable. C'est pour ça que moi peu importe, en fait, là où on me met ou là où je vais aller, parce que finalement, ça dénote d'une stratégie d'entreprise. C'est clair, tu as raison. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être aussi l'occasion de négocier un grand bureau tout seul avec… Ouais. Bon, nous, on est en remote, alors je ne sais pas… Oui. Ouais. Ouais. Là, on a dit un grand bureau tout seul. Mais effectivement, voilà, question assez clé et tu as assez bien répondu de à quelle équipe on appartient quand on est un partnership manager. Et du coup, en termes d'évolution de carrière, ça donne quoi ce métier?
Alors déjà, on a vu que quelque part, le partnership manager, c'est pas quelque chose que t'es d'entrée de jeu dès la fin de tes études, c'est plutôt quelque chose que tu deviens. Du coup, c'est quoi la next step? Est-ce qu'il y a des senior partnership managers ou est-ce que tu bifurques sur d'autres fonctions encore plus globales? Comment tu vois les choses? De ce que j'ai vu, alors c'est un métier qui est assez récent en France, donc il n'y a pas beaucoup de recul pour le coup. De ce que j'ai vu, souvent, c'est un peu la même progression que les gens qui font du growth marketing. En fait, ça finit souvent CMO, en fait. Alors, c'est pas du tout le poste moi que je vise, donc du coup, je suis un peu embêtée. Mais ouais, ça a souvent été orienté là-dessus. Alors après, le poste de partnership manager, c'est un poste qui est un peu particulier parce que du coup, tu es très en lien avec l'extérieur de l'entreprise. D'ailleurs, c'est une des difficultés. Il faut vraiment tout le temps se forcer à se ramener à l'intérieur, à discuter avec ses collègues, enfin vraiment tout le temps se forcer à le faire. Alors, je dis forcer, c'est pas que j'ai pas envie de discuter avec mes collègues, mais naturellement, et l'ADN du poste, c'est d'être dehors. Et c'est pour ça qu'on nous paye. Donc, ça, du coup, il faut tout le temps se ramener vers l'intérieur. Et moi, j'aurais tendance à dire, dans l'avenir, ça peut être des postes qui seront très tournés vers le produit, vers le management de produits. Et du coup, plutôt à ce niveau-là. Et par contre, c'est un poste qui est super intéressant parce que, du coup, tu as beaucoup de visibilité à l'extérieur. Et donc, potentiellement, facile pour rencontrer des recruteurs. Enfin, moi, ça fait pas longtemps que je suis chez Arminac, j'ai quand même déjà des propositions de job ailleurs, etc. Donc, je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça t'ouvre énormément. Comme tu parlais avec le marketing, tu parlais avec les sales, en fait, et que tu es obligé d'être non pas expert d'un truc, mais multi-expertise, on va dire, du coup, tu peux faire de tout. Donc, ça, c'est génial, en fait. Merci Siam. J'en profite pour accueillir Margot et Farinaz. Je suis désolée les filles, il y a eu un petit couac apparemment dans les notifications LinkedIn. Du coup, vous n'avez pas reçu la notification du live. Donc voilà, je remercie beaucoup Margot qui vient de l'envoyer dans le chat. Désolée pour le petit couac. Dans tous les cas, il y aura le replay disponible. Ça s'est un petit peu agité, Siam, pendant que tu parlais. Je sais pas si tu entendais les notifs. Ouais. C'est pour ça j'étais obligée d'agir. Mais pour le coup, du coup, en termes de rémunération type sur avant d'être CMO, ouais, la rémunération type peut-être entry level quand on commence, on est tout jeune en poste de partnership manager et peut-être à 5 ans, on va dire entre junior et senior sur un partnership manager. Est-ce que tu as des fourchettes en tête de ce que tu observes dans tes communautés? Ouais, ça va de 40K à 60, 65K. Après, il y en a qui sont beaucoup plus payés, mais on va dire ça, c'est une moyenne. Donc, junior, plutôt 40. Et puis ensuite… c'est pas mal, hein? Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, ça va aussi beaucoup dépendre de votre background et de là où on va vous mettre. Par exemple, moi, j'ai vu des partnership managers qui avaient un background plutôt dev. Alors, eux, ils explosent des compteurs. Et ceux qui ont un background plutôt marketing commercial, voilà. Mais ça reste dans des fourchettes, on va dire, aussi des services où vous êtes. Mais ouais, on est plutôt sur des salaires qui sont plutôt intéressants. Enfin, on n'aurait jamais assez payé, mais ouais, plutôt intéressant. Oui, enfin 40K en sortie d'études dans la période actuelle, c'est pas mal quand on fait du market-com. Pour un dev, ça va moins faire rêver. Mais après, c'est pas des juniors quand même. Hein. Tu vois, c'est les partnership managers avec qui j'ai parlé. Enfin, si je retire les parties stagiaires, apprentis, etc. On va dire c'est quand même des personnes qui ont au moins déjà au moins 2 ans d'expérience, donc 2-3 ans d'expérience. Donc c'est pas des juniors total. Ok. Donc peut-être que les juniors effectivement seront peut-être moins payés que ça. Hein, donc ouais. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez Marina dit jamais, on n'est jamais assez payé. Non, c'est sûr. Je ne sais pas si Marina, t'es partnership manager. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. On est encore ensemble pour 5 petites minutes. Et du coup, en attendant qu'il y ait une question qui arrive, moi, j'ai ma petite idée de ce que j'ai envie de demander à Siam. C'est quels sont un peu les tips pour se faire embaucher quand on est partnership manager. Tu as des oreilles partout. Déjà, tu bosses dans une des boîtes les plus sexy de grosse marketing. Ouais. En plus, tu animes des communautés de start-upers, entrepreneurs, plus partnership manager. Alors, est-ce que, je sais pas, tu as eu vent de nouvelles offres d'emploi un peu sexy en partnership manager, ou est-ce que tu as des tips concrets pour ceux qui voudraient se faire embaucher? Tribune un peu libre sur des astuces et des petits hacks que tu pourrais nous partager en ce moment.
Alors, ouais, en ce moment, il y a pas mal de postes dans ce domaine-là qui s'ouvrent dans tout ce qui est incubateur et les fonds d'investissement. Ça commence à bouger dans ces domaines-là. Alors, les fonds d'investissement, c'est pas nouveau parce que j'en avais déjà vu, mais j'ai vu pas mal d'offres sur ces postes-là. Et je commence à en voir aussi dans des startups qui viennent de lever des fonds sur du produit. Et en fait, parce que clairement, moi, je te disais au tout début, j'ai 2 expertises, donc les partenariats en réseau et le développement de communauté, mais dans le sens community building, pas juste social media manager, vraiment community building. Et en fait, sur ces 2 volets-là, c'est vraiment les 2 piliers pour aller scaler, passer à l'échelle. C'est sur ces 2 volets-là que tu vas dire, OK, c'est bon, je vais pouvoir passer à l'échelle. Et donc, toutes les startups qui lèvent des fonds, à un moment donné, se posent la question de développer les partenariats. Donc ça, c'est là où j'en vois beaucoup en ce moment. Donc, allez viser, pour regarder celles qui ont fait les dernières levées de fonds. Là, il y a Alan qui a fait une grosse levée de fonds. Mince, j'ai vu un autre ce matin. Bon, bref, il y a pas mal de levées de fonds là en ce moment. Donc ça, et alors les tips pour se faire embaucher. Pardon. Clubhouse a levé les fonds. Série C dimanche. Ouais. Je sais pas s'ils cherchent un partenariat manager. Je sais pas, en tout cas, toutes les 2, on a l'air de bien aimer le réseau, donc pourquoi pas. Moi, je kiffe, mais un truc de dingue. Alors moi, en plus, sur le réseau, juste en aparté, c'est vrai que donc j'anime le club des entrepreneurs et c'est des entrepreneurs, c'est pas des startups. Donc, je parle avec des gens qui ont des vraies problématiques de j'ai besoin de trouver des clients et pas alors c'est pas pareil, c'est pas négatif, mais je commence à en avoir beaucoup. Ouais, je vais lever des fonds. Est-ce qu'on peut, comment on peut faire avant la levée de fonds? Donc là, j'ai des gens qui me disent, en fait, je sais pas ce que c'est qu'un MRR. Est-ce que tu peux m'expliquer que, tu vois, c'est des trucs très pratico-pratiques. Donc, j'adore ça. Et en plus, on peut échanger avec des gens, on peut discuter. On n'est encore pas nombreux, donc c'est cool. Bref, voilà. Donc, sur les tips, après, pour se faire embaucher, pour moi, il y a un truc. Alors, ça va être dans les 2 côtés, qu'on soit recruteur ou recruté. Je pense qu'il y a quand même un vrai sujet dans la façon dont tu peux faire du réseau. Donc, si vous êtes dans des réseaux, si vous avez des réseaux particuliers dans des domaines, moi, par exemple, Germinal, la cible, c'est les entrepreneurs. Bon, moi, je suis ambassadrice pour She Means Business. J'anime des masterclass pour les femmes entrepreneurs. Je fais des choses. Et forcément, ça intéresse sur ça. Et en plus, moi, pour la petite histoire, je sais pas si je te l'ai dit, mais dans ma précédente boîte, qui était mon entreprise, je n'ai fait de la vente. Alors, j'avais testé des choses avec Germinal, mais tout mon chiffre d'affaires ne venait que des partenariats. Ce n'était que ça. J'ai levé des fonds, j'ai fait tout sur les partenariats. Donc, du coup, forcément, quand tu arrives dans une boîte et que tu expliques que toi, tu sais vendre, mais via les partenariats, sachant qu'il y a les partenaires et les clients partenaires, on va dire, ça, c'est un plus. Voilà. Donc, si vous avez en plus un profil commercial, encore une fois, c'est un peu la solution de facilité, c'est de vendre son côté commercial. C'est clair, trop bien. Et moi, j'ai monté Richmaker par exemplarité que via des partenariats. Donc, tu vois, on a quoi s'entendre là-dessus. On a une question qui est tombée de la part de Mélisse qui nous dit « Est-il facile d'accéder à ce poste quand on a uniquement… » Pourquoi uniquement? Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur, fait des études en communication et non en commerce. Je vais te laisser répondre, Siam, mais moi, je reviendrai après. Non, écoute, moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas forcément… peu importe le diplôme, à la rigueur, tu vois, un gars qui a fait… pour moi, le pire profil serait un gars qui sort d'école d'ingénieur, ou une nana d'ailleurs qui sort d'école d'ingénieur, hyper scientifique, etc. Ça, c'est, tu sais, ceux qui sont hyper formatés. Bon, je suis désolée pour tous ceux qui viennent me faire pourrir après. Mais il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs dans mes lives en général. Bon, c'est bon alors, je peux le dire. Mais voilà, qui serait vraiment sur cette logique-là, et en fait, peu importe, à partir du moment où tu sais créer un réseau, animer un réseau, d'ailleurs, communication, c'est-à-dire que tu sais écrire, c'est génial parce que du coup, c'est surtout ça. C'est le relationnel, en fait, qui compte. Oui. Donc, après, peu importe, même à la rigueur, ceux qui n'ont pas fait d'études, qui ne sortent pas de grandes écoles, à partir du moment où ils savent animer un réseau, créer un réseau, voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même plus du soft skill. Ce n'est pas quelque chose que tu apprends. Enfin, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Donc, ouais, je suis d'accord. Encore une fois, c'est marrant, on se complète dans nos analyses. Toi, on sent que tu as vraiment ce côté réseau. Moi, j'ai moins eu le côté réseau que le côté procédure. Et en fait, j'ai l'impression, Mélisse, quand je parlais de école de commerce, c'est une base saine pour commencer. C'est qu'en fait, c'est vrai que tu as cette vision un petit peu plus rapidement multimétier.
parce que en fait, c'est quand même c'est un bon terreau d'attaque d'avoir fait une école de commerce. L'école de communication, c'est pareil. En fait, la seule chose vraiment, comme disait Siam, avoir un bon relationnel, savoir écouter, faire de l'audit, comprendre les métiers de chacun, ça c'est important. Et puis il y a une partie un peu plus pugnace où les partenariats, c'est quand même c'est une offre commerciale qui scale. Donc en fait, il va falloir avoir beaucoup de poignes, bien négocier parce que c'est souvent des grosses sommes en jeu ou en tout cas des gros enjeux. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup de plateformes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti Richmaker. C'est parce que moi, je me retrouvais à bosser sur des projets où je faisais appel à 6 ou 7 plateformes différentes pour pouvoir gérer un seul et même projet. Donc, il faut avoir aussi une sacrée poigne et je pense être très rigoureux, établir tous ces métriques, ces actions, ces feuilles de route en amont, tout bien cartographier, tout coucher sur le papier parce qu'on travaille avec un partenaire en externe et que malheureusement, même si les gens nous font les meilleures impressions du monde dans les premiers rendez-vous, à partir du moment où il y a une opération qui part pas exactement comme on le souhaite, on n'est pas à l'abri de mauvaises réactions. Et c'est voilà, derrière il y a des boîtes, derrière ces humains il y a des boîtes, il y a des hiérarchies. Pour tout un tas de raisons, ça peut mal se passer. Donc je rajouterais au bon relationnel vraiment une main de fer dans un gant de velours et beaucoup de cartésianisme. Oui, non, mais je partage complètement. Alors après, moi, je suis une ancienne responsable qualité. Enfin, je pense que je suis pas vraiment une ancienne, on le reste toute sa vie. Et c'est vrai que du coup, le côté les indicateurs, le tableau, les process, etc., c'est quelque chose qui est que je fais assez naturellement. Donc ouais, il faut être bien organisé. D'accord. Eh ben, super. Merci, Mélisse, qui nous dit merci beaucoup. Je suis uniquement en bac+2, mais je prends note. Ouais, t'as le temps. En tout cas, n'hésite pas, Mélisse, à venir nous voir sur LinkedIn, que ce soit Siam ou moi, on est dispo par MP et tu peux aussi nous retrouver sur Clubhouse toutes les deux. On va justement clore le live juste à temps. Mais j'étais tellement, ça se voit que c'est 2 personnes rigoureuses qui sont dans ce live. On est pile à l'heure. Siam, je te laisse du coup nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter. C'est quoi les meilleures voies pour te parler où tu es dispo tout le temps? Alors, moi, on peut m'écrire sur mon mail siam@germinal.io. Ça, c'est là où je suis tout le temps. En tout cas, dans la semaine. Sinon, sur LinkedIn, Siamlo. Et puis après, depuis peu, tiens, on peut me contacter sur Instagram maintenant. Depuis que je suis sur Clubhouse, j'ai développé Instagram, le truc que j'avais mis complètement fait. Mais ouais. D'ailleurs, cet après-midi, on en parle justement comment développer Instagram avec Clubhouse. Voilà. Et donc sur Instagram, Siamlo. En fait, je mets le nom partout. Donc trop bien. Et merci beaucoup pour vos petits messages. Ça fait trop plaisir. Marina, qui est Partnership Manager, du coup, nous disait ça tout à l'heure. Elle nous dit c'était super, merci. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours. On se tâtait à faire une petite room sur Clubhouse aussi sur le sujet avec Siam. Honnêtement, à partir du moment où vous nous donnez des sujets, nous, on est deux bonnes clientes des lives. Donc, je pense que Siam, tu seras d'accord avec moi. C'est avec plaisir pour refaire des choses ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.